En septembre 1999, une famille prend la mer et disparaît sans laisser de traces. Au fil des années, la Manche va livrer quelques fragments de vérité, des découvertes qui défient toute logique. Que se cache-t-il derrière cette sombre et mystérieuse affaire ? On en parle juste après ça. Mais avant de commencer à rentrer dans ce dossier, je voulais vous parler d'un service que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter plusieurs fois sur cette chaîne. Il s'agit de BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à la dernière vidéo sur laquelle je parlais de BetterHelp et d'ailleurs depuis je continue mon suivi sur la plateforme et ça se passe très bien. Pour moi, je vais pas vous mentir, c'est un vrai soutien, surtout dans une période où, je vous le disais, je cherche à stabiliser les choses sur le long terme. Pour rappel, BetterHelp, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous aide à trouver le bon thérapeute adapté à vos besoins. Tout commence par un court questionnaire pour exprimer vos attentes et la plateforme vous met ensuite en relation avec un psychologue clinicien ou psychothérapeute certifié qui est inscrit à l'agence régionale de santé. Je vous avais dit, j'avais même vérifié par moi-même si c'était le cas dès que la psychologue qui m'a été attribuée est entrée en contact avec moi. Depuis mon espace personnel, je peux choisir le format de mes séances, visio, téléphone, message écrit, selon ce qui me met le plus à l'aise. Personnellement, de mon côté, moi j'alterne entre messages et appels selon mon emploi du temps. D'ailleurs, aujourd'hui, ma dernière séance s'est faite par appel. Ce que j'aime aussi, c'est que je peux échanger avec ma thérapeute entre les séances et ce, même quand je suis en déplacement. Également, si le feeling ne passe pas, vous pouvez changer de thérapeute à tout moment et sans frais supplémentaires. Et chacun son rythme, évidemment, il n'y a pas d'engagement, on peut mettre le suivi en pause et le reprendre plus tard. Le processus de mise en relation est vraiment réfléchi. BetterHelp prend en compte vos besoins, vos préférences et les thérapeutes disponibles selon leur expérience et leur spécialité. Ensuite, tout se joue sur la relation humaine. Vous ne parlez pas à un automate, mais vous parlez à un vrai professionnel qui saura vous accompagner pas à pas. Aujourd'hui, vous le savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de conseils automatisés, mais rien ne remplace l'intelligence humaine. La compréhension, l'écoute, le lien de confiance qui se crée avec un véritable thérapeute, c'est ce que propose BetterHelp. Donc si vous aussi, comme moi, vous voulez tester, je vous mets un lien en commentaire épinglé et également en description de cette vidéo. Ce lien va vous permettre d'accéder à une réduction de 10% sur votre premier mois et également, vous le savez, ça soutient énormément ma chaîne. Donc je remercie à nouveau BetterHelp de sponsoriser cette vidéo et vous prenez soin de vous et on se retrouve tout de suite pour la suite. Yves Godard est né le 2 juin 1955. Au moment des faits, donc en 1999, il avait 44 ans. Médecin apprécié de ses patients, il est spécialisé dans l'acupuncture et exerce à Caen, plus exactement au 1 boulevard Maréchal Lyotet. Déjà marié et père de 2 enfants, il rencontre en 1991 Marie-France Legravérand, elle aussi mère de 2 enfants issus d'un premier mariage. Très vite, ils tombent amoureux, quittent tout pour vivre ensemble et finissent par se marier. De leur union naissent 2 enfants. Camille en 1993, donc 6 ans en 99, et Marius, né en 95, donc 4 ans au moment des faits. La famille s'installe dans une jolie maison à Tilly-sur-Seulles, au bord de la Seule, dans le Calvados, en Normandie. Vu de l'extérieur, tout semble parfait. Une famille unie, stable, sans problème apparent. Yves Godard est un père attentif, très proche de ses enfants,
tandis que Marie-France, elle, paraît un peu plus lasse de cette vie tranquille. Il arrive qu'elle tienne le secrétariat de son mari, mais au fur et à mesure du temps, leur relation semble s'étioler. Certains proches diront qu'elle exerçait une certaine influence sur lui, qu'il avait, à sa demande, renoncé à plusieurs de ses passions, dont la voile ou encore le théâtre. Et petit à petit, il semble donc que la famille s'isole et que leur vie tourne en vase clos. Dans le journal intime de Marie-France, elle va évoquer son suivi avec un psychothérapeute. Au fil des pages, elle semble hésiter. Cette relation, d'abord semblant platonique, pourrait devenir amoureuse. Elle parle même de l'idée de quitter son mari. Lui, à côté, a une obsession pour les médecines parallèles. Magnétisme, cartomancie, astrologie médicale. Il expérimente aussi l'instinctothérapie, une pratique alimentaire crudivore. En 96, il est d'ailleurs condamné par le tribunal correctionnel de Caen pour avoir préparé et prescrit lui-même des médicaments à ses patients. Le Conseil de l'ordre des médecins le sanctionne et lui interdit d'exercer pendant plusieurs mois. On arrive à l'été 1999, très peu de temps avant les faits. À ce moment-là, le couple, la famille, semble être dans une mauvaise passe financière. Effectivement, c'est ce qu'ils expliquent quand on leur demande pourquoi ils ne sont pas partis en vacances cet été-là. Pourtant, à cette époque, le médecin gagne l'équivalent de 11 000 € net par mois avec son cabinet. Mais il ne paye plus les charges sociales ni l'URSSAF. Et d'ailleurs, plusieurs procédures sont en cours avec des huissiers à cette époque-là. Pour se protéger, Yves Godard va rejoindre la CDCA, pour Confédération de défense des commerçants et artisans, un syndicat qui est dirigé par Christian Pousset, une figure controversée. Entre 93 et 97, il en devient même le trésorier régional. Peu à peu, il va organiser sa propre insolvabilité comme lui a conseillé son organisation. Sa maison, son cabinet et un appartement à Grenoble sont transférés dans une société civile immobilière dont il est actionnaire. Les cartes grises de ses véhicules sont au nom de ses enfants et sur ses comptes, il y a très peu d'argent. Il va d'ailleurs à l'époque être notion du fait qu'il ait emprunté de l'argent à plusieurs membres de sa famille, de ses amis, même à la banque et apparemment aussi à certains patients, l'équivalent de 460 000 €. Apparemment, une partie de cet argent aurait été placée sur des comptes offshore. Ces comptes ont bien été retrouvés, ils existaient bien, mais ils étaient tous vides. Donc tout de suite, on pense peut-être qu'il préparait un éventuel départ. En tout cas, c'est sûr qu'il préparait quelque chose, puisqu'à la fin du mois d'août 1999, il va réaliser plusieurs actions qui vont conforter cette piste-là. En effet, il va falsifier son agenda professionnel pour ne pas éveiller les soupçons. Il inscrit de faux rendez-vous, même des fois en inventant des patients, ou reporte des consultations inexistantes. Ce qu'on apprend, c'est qu'il a prévu de partir du 1er au 5 septembre, faire une croisière en voilier, et ce, avec ses enfants. Mais il ne prévient pas sa femme, Marie-France Godard, qui elle semble totalement l'ignorer. La veille de ce départ prévu le 31 août 1999, la journée semble se dérouler tout à fait normalement. Yves Godard, qui est très impliqué dans l'éducation de tous ses enfants, notamment de ces deux derniers, va acheter des fournitures pour la rentrée scolaire qui arrive le lendemain. Il va même les emmener pêcher aux étangs juste à côté de chez eux, les étangs de Planquerie. Ça semble être un programme complètement banal. Pourtant, dans l'après-midi, les voisins du couple vont rapporter une dispute. À ce moment-là, on peut se demander, est-ce que au pied du mur, la veille de son départ, il avait annoncé qu'il avait décidé de partir 5 jours avec ses enfants, ou peut-être même de partir plus longtemps, de changer de vie. Est-ce que Marie-France aurait voulu l'en dissuader? En tout cas, à ces questions, on n'aura jamais de réponse. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que dans la soirée, Marie-France téléphone à Fanny, sa fille aînée, et elle paraît calme et sereine. Donc elle ne mentionne rien d'anormal, ni de départ en bateau. Donc Yves Godard semble aussi à ce moment-là lui avoir caché ses intentions. On ne le saura jamais non plus. On arrive le 1er septembre 1999. Il est 8h45 lorsqu'une voisine de la famille Godard va apercevoir le combi Volkswagen blanc familial quitter la maison en direction de Saint-Malo. C'est Yves Godard qui est au volant et il semble être seul à l'avant. Il n'y a personne sur le siège passager. Par contre, à l'arrière, même s'il y a des vitres teintées, elle aperçoit les deux enfants, donc Marius et Camille, et une silhouette avec des cheveux longs
qu'elle imagine être Madame Godard. Cette silhouette féminine semble lui adresser un petit signe de la main comme pour lui dire bonjour ou au revoir. Au départ, elle était certaine qu'il s'agissait de Marie-France, mais avec la suite des événements, elle n'en était plus si sûre. Ce qui est sûr, c'est que pour elle, il y avait 4 personnes dans cette voiture, mais elle ne peut pas affirmer à 100% que la silhouette féminine à l'arrière correspondait à Marie-France. Par contre, elle rapporte que Monsieur Godard lui aurait dit, je cite, « On part quelques jours, vous voulez bien vous occuper des chats ». Et ensuite, il part précipitamment pied au plancher. C'est vrai qu'à ce moment-là, la voisine, elle était surprise puisque déjà normalement ce jour-là, les enfants devaient aller à l'école. C'était la rentrée scolaire, donc c'était pas du tout un jour adéquate, on va dire, pour partir en vacances quelques jours. Mais de toute façon, ça correspond aux mots laissés par Monsieur Godard aux enfants adolescents de sa femme Marie-France. Je cite, « Nous partons quelques jours pour décompresser, on rentre dimanche après-midi. Bisous, Yves, Marie. » Quelques heures plus tard, on se retrouve sur le ponton E, emplacement 79 du port des Bas-Sablons à Saint-Malo. Yves Godard embarque avec Camille et Marius à bord d'un voilier de 9 mètres qu'il avait réservé, le Nick. La météo semble excellente pour la navigation et le bateau va mettre le cap vers l'ouest, va longer la côte bretonne et passe au large du cap Fréhel, direction la baie de Saint-Brieuc. Le 2 septembre 1999, les douaniers vont contrôler le voilier. Il était un peu étrange qu'en effet le voilier naviguait avec le moteur, alors qu'à ce moment-là, c'était plus approprié qu'il navigue avec la voile. Monsieur Godard va montrer ses papiers d'identité, les douaniers vont voir qu'il y a un enfant qui semble être Camille qui est en train de dormir dans la cabine, mais même si les douaniers notent le comportement un peu nerveux de Monsieur Godard, ils ne relèvent rien d'incriminant. Ils vont quand même vérifier les propos rapportés par Monsieur Godard auprès du propriétaire du bateau, parce qu'il trouvait ça un peu étrange, c'est vrai, cette sortie de 5 jours en pleine rentrée scolaire, mais bon, ils n'ont rien finalement relevé de suspect à ce moment-là. Le 3 septembre 1999, 2 jours avant normalement la fin de la croisière en voilier, le Nick est aperçu à Bréhec, sur la côte du Goëlo. Des témoins affirment avoir vu les 2 enfants jouer au niveau du bateau qui est au mouillage à ce moment-là. On a aussi une vendeuse de gaufres qui reconnaît formellement Yves Godard venu lui acheter des gaufres. Et le lendemain, le 4 septembre, un couple qui se promène aperçoit le voilier abandonné dérivant près de la pointe de Minard à Plouézec. C'est le 5 septembre que tout va se bousculer un petit peu. En effet, on a un chalutier qui va repêcher une petite annexe pneumatique, celle du Nick, à une trentaine de miles de l'île de Bath. À l'intérieur, on retrouve un blouson, un ciré jaune et le chéquier d'Yves Godard. D'ailleurs, c'est ce même jour que normalement, le voilier devait être de retour à Saint-Malo auprès de son propriétaire. C'était évidemment pas le cas, et d'ailleurs, lui ne les voyant pas revenir, a tout de suite prévenu les autorités. Les gendarmes vont donc se rendre sur le parking de ce port et vont tout de suite tomber sur le véhicule de la famille Godard, le fameux combi Volkswagen blanc, et lorsqu'ils vont l'inspecter, ils vont trouver des éléments assez inquiétants, notamment des traces de sang à l'arrière du véhicule et aussi des doses de morphine. L'affaire Godard vient de commencer et personne n'imagine à ce moment-là à quel point elle va se transformer en un des plus grands mystères criminels français. Le dossier est confié aux enquêteurs de Rennes en charge des affaires de meurtre, puisqu'en effet là ça semble être un meurtre, il y a la présence de sang et il y a la disparition de toute la famille, puisqu'en effet Marie-France depuis la veille du départ de Monsieur Godard avec ses enfants en voilier, personne ne l'a revu. Et quand les gendarmes vont se rendre avec le maire dans la maison de Tilly-sur-Seuil, la maison est retrouvée vide, aucune présence à l'intérieur. Par contre, des éléments inquiétants vont être retrouvés sur place et vont augmenter l'inquiétude qu'il y a déjà autour de cette disparition de la famille Godard. Dans cette maison qui est située au hameau de Juvigny plus précisément, à l'étage, ils vont découvrir les premières traces de sang, 4 projections sur le mur et une large tache sur le lit conjugal, profonde d'une quinzaine de centimètres et d'environ 40 centimètres de diamètre. Les gendarmes vont dire que la personne qui a perdu ce sang en a perdu énormément.
mais tout semble avoir été un petit peu nettoyé, camouflé à la hâte, mais vraiment à la hâte, puisque le matelas a simplement été retourné et également il reste pas mal de traces, notamment dans la salle de bain, où on y retrouve dans cette salle de bain un gant de toilette qui appartient au docteur Godard, qui a été utilisé pour le nettoyage grossier du sang. Évidemment, des échantillons de sang vont être prélevés dans la voiture de la famille Godard et dans leur maison, et les analyses effectuées sont sans appel. Il s'agit du sang de Marie-France Godard. Il y a des experts en projection de sang qui vont conclure que l'incident a débuté dans la chambre avant qu'un corps blessé, transporté ou se déplaçant seul, n'ait laissé des traces jusqu'au salon. La quantité de sang semble être importante, mais elle ne semble pas être non plus mortelle. À ce stade, donc, rien ne permet d'affirmer que Marie-France soit décédée des suites de cette blessure qu'elle a eue, on ne sait comment. Un détail encourageant cependant, c'est qu'on ne retrouve pas de sang des enfants, donc possiblement ils sont encore en vie. D'ailleurs, il n'y a pas de sang non plus de Monsieur Godard, donc on peut penser qu'ils sont au moins tous les trois encore en vie. Mais c'est sûr que ces découvertes vont faire basculer l'enquête. En effet, le 10 septembre 1999, une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte contre Yves Godard. Un mandat d'arrêt international est délivré et la France demande l'aide d'Interpol, diffusant son signalement dans 177 pays. Les avis de recherche des autres membres de la famille, donc de Marie-France, de Marius et de Camille, sont également diffusés. Pourtant, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, hein. On a juste des suppositions, mais on n'a aucun corps, aucune trace d'aucun membre de la famille à ce moment-là, et donc on est complètement dans le flou. Les enquêteurs vont donc commencer leur première recherche sur le terrain, et ils vont essayer de comprendre si le corps de Marie-France a pu être transporté dans le combi Volkswagen. On a le trajet entre Tilly-sur-Seuil et Saint-Malo qui fait plus de 170 km. Ce trajet, les enquêteurs vont le refaire dans les mêmes conditions. Et il se trouve que théoriquement, il est possible que Monsieur Godard ait pu se débarrasser sur le chemin du corps de sa femme. Mais c'était quand même assez short au niveau timing, puisqu'il est parti à 8h45 de chez lui et qu'il arrive au niveau du port de Saint-Malo vers 10h30. Donc il aurait été ultra rapide pour se débarrasser du corps de sa femme et surtout personne ne l'aurait vu agir dans la précipitation. Ça ne semble pas très cohérent. En retraçant son parcours, les gendarmes découvrent qu'il s'est arrêté dans un supermarché de Saint-Malo le 1er septembre pour acheter des jouets pour ses enfants. Ce qui est étrange, c'est qu'à ce moment-là, il n'achète aucune nourriture, aucun vivre, alors qu'il a prévu quand même une croisière de 5 jours en voilier. En revanche, on sait qu'il a acheté plusieurs produits d'entretien. Ces mêmes produits ont été utilisés pour nettoyer les traces de sang dans le combi Volkswagen blanc de la famille. On imagine que c'est par lui. Ce jour-là, le 1er septembre, le loueur de bateau qui accueille Monsieur Godard et ses deux enfants les trouve tout à fait normaux, on va dire, pas comportement étrange, et puis surtout, ils ont l'air plutôt détendus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais vu Marie-France. Par contre, il va apercevoir une housse de planche à voile sur le pont du voilier, et avec le recul qu'on a aujourd'hui, on peut se demander est-ce que cette housse aurait été utilisée pour le transport du corps de sa femme. Mais on n'aura pas plus d'informations sur ce point-là. Il y a énormément de fouilles qui vont être réalisées un petit peu partout dans la région, au niveau des bois, des points d'eau. Il y a aussi la rivière qui va être sondée, mais aucune trace de Marie-France. En même temps, à ce niveau-là, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On ne sait même pas si elle est décédée, on ne sait même pas si elle était vivante au moment du transport, si elle était vraiment dans la voiture finalement, donc en fait on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Et donc les recherches sur terre ne donnant rien, les enquêteurs vont se tourner vers la mer. Et des découvertes en mer, il va y en avoir. Le 16 septembre 1999, une dizaine de jours après la disparition, un gilet de sauvetage du Nick est retrouvé au large de Cherbourg. Une semaine plus tard, c'est un radeau de survie, alors cette fois au sud de l'Angleterre, qui est retrouvé à moitié dégonflé, donc un radeau de survie du Nick, sur une plage de la baie de Lyme, dans le comté du Dorset. Alors déjà c'est étrange, puisque un radeau de survie, ça ne s'actionne pas comme ça accidentellement. Il faut absolument une manipulation, voire plusieurs manipulations manuelles. Donc qui a enclenché le gonflage de ce canot
Pourquoi? On ne le sait pas. Mais c'est pas tout, parce qu'il va y avoir plusieurs éléments autour de ce canot de sauvetage qui sont assez intrigants. Déjà, on a le toit du canot qui a été arraché et la bonbonne qui déclenche le gonflement a disparu. On a un ingénieur spécialisé qui va conclure que le canot a pu être gonflé à l'extérieur de l'eau et potentiellement être amené plus tard dans l'eau, vu comment il a été bricolé. Et en effet, pour son fabricant, le radeau ne peut rester gonflé plus de 72 heures sans cette bonbonne. Ça veut dire que clairement ce canot a été gonflé assez peu de temps avant sa découverte et donc assez longtemps après la disparition du voilier. On a aussi quelqu'un qui va expliquer qu'il y a des cordes un peu étranges qui vont être retrouvées au niveau de ce canot, donc des cordes qui n'ont rien à voir, de chalutier, plus précisément de chalutier de la Turballe. Donc ça aussi, ça augmente le mystère autour de cette découverte. Mais alors qui aurait fait ça? Est-ce que ça aurait été pour brouiller les pistes? Alors c'est loin d'être les seules découvertes qui ont été faites. En effet, le 16 janvier 2000, donc 4 mois après la disparition de la famille Godard, un sac de toile est remonté par le chalut d'un pêcheur au large de l'île de Batz. Il contient de nombreux effets personnels de tous les membres de la famille, des vêtements, les permis de conduire d'Yves et Marie-France Godard, les cartes grises des 2 véhicules du couple, des chéquiers, le contenu entier du sac à main de Marie-France, des jumelles et un marteau. Alors ce qui est vraiment étrange déjà, c'est que tous les éléments qui sont retrouvés sont un petit peu éparpillés partout, alors toujours entre la Bretagne et l'Angleterre, mais au niveau des courants et des vents, les experts sont formels, il n'y a pas de cohérence avec les emplacements de toutes ces découvertes. D'ailleurs, ils expliquent que s'il y avait eu un naufrage, on aurait retrouvé des débris de bateaux ou du matériel flottant. Or, il n'en est rien. Et donc on pense dès le départ, à ce moment-là, que Monsieur Godard a voulu faire croire à son naufrage en lançant des objets un peu partout par-dessus bord. Et donc c'est pour ça qu'on note une incohérence avec ces découvertes-là. Et cette hypothèse, elle coïncide avec le fait que Monsieur Godard, Camille et Marius auraient été aperçus à plusieurs reprises par plusieurs personnes différentes. Ce qui accrédite le fait qu'ils sont en vie à ce moment-là et peut-être en cavale. En effet, fin septembre 1999, les enquêteurs vont recevoir un post-it anonyme. Dessus, il va être écrit « Le docteur Godard est sur l'île de Mans ». L'île de Mans, si je ne me trompe pas, c'est au niveau de la mer d'Irlande. Et en plus de ça, on a un hôtelier de cette île de Mans qui est persuadé d'avoir vu Monsieur Godard et ses enfants, qui les a hébergés dans son hôtel entre le 7 et le 14 septembre 1999, donc juste après la disparition. Mais finalement, quand on écoute son témoignage, c'est vrai que sa description est assez vague. Des vérifications vont être réalisées par les enquêteurs français à ce niveau-là, sur cette île, mais il n'y aura pas de traces de leur passage qui va être retrouvée. Et le 20 octobre, une seconde lettre arrive, alors qu'à ce moment-là, les enquêteurs d'ailleurs sont sur cette île du Mans. Et là, le corbeau va dire, je cite, « Il est désormais aux îles Hébrides, sur l'île Lewis. Sauvez Camille et Marius ». Donc on est au nord de l'Écosse cette fois-ci, et sur place, il y a en effet une dizaine de témoins qui disent avoir vu le médecin et ses enfants. On a un employé de compagnie maritime qui assure même leur avoir vendu des billets aller-retour pour un ferry vers Ullapool en Écosse. Mais alors là, à ce moment-là, les enquêteurs français vont être assez embêtés et frustrés, puisqu'en fait, ils ne vont pas pouvoir faire les vérifications sur place. Il y a eu un problème du côté français qui fait que les choses ont été trop rapidement faites du côté de la France et que donc la coopération entre la France et les autorités britanniques à ce moment-là n'a pas pu être possible et les Français ont dû rentrer chez eux sur leur territoire et c'est pour ça que les gendarmes n'ont pas pu vérifier à ce moment-là cette piste de Monsieur Godard et de ses enfants alors qu'ils pensaient que le dénouement aurait pu être à ce niveau-là et très proche au vu de tous les témoignages et des lettres du corbeau qui coïncidaient ensemble. Par contre, ce qu'ils ont pu faire, c'est vérifier s'il y avait des traces ADN sur ces lettres anonymes. Finalement, il y a une seule trace qui a pu être identifiée, malgré les vérifications faites au niveau des proches des Godard, au niveau de la famille, des amis, des personnes qui ont pu les côtoyer. Cette trace ADN n'a pas pu être identifiée. Et ce qu'on sait seulement, c'est qu'il s'agissait à ce moment-là d'une femme d'une 60aine d'années. Aujourd'hui, l'identité du corbeau reste inconnue. Pour ce qui est des témoignages, vous savez, même si les gens sont de bonne volonté, la plupart du temps, en fait, ils s'avèrent être faux. On a tellement envie de voir
de retrouver ces personnes, qu'on va être sûr de les avoir vues, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que tous ces témoignages-là, finalement, ça repose que sur du visuel. Il n'y a aucune trace formelle de leur passage, aucun enregistrement, aucun document d'hôtel ou même aucun mouvement bancaire. Et donc finalement, rien ne prouve réellement que les Godard ont été vus à l'étranger. C'est en juin 2000, soit 9 mois après la disparition, que l'enquête va prendre un tout autre tournant. En effet, on a un coquiller qui va faire une découverte dans la baie de Saint-Brieuc, au large d'Erquy. Alors qu'ils traînent leur chalut pendant 2 heures, ils vont remonter une partie d'un crâne humain, assez en mauvais état finalement, puis ils vont le rejeter à la mer. C'est vrai que ça peut paraître étrange, mais c'était déjà arrivé que des ossements ou des crânes humains soient remontés, mais qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils continuent leur travail et plusieurs heures après, ils vont remontrer une nouvelle fois un crâne humain. Celui-ci est différent, il est en meilleur état, mais surtout il est plus petit. Donc ça semble être un crâne d'un enfant. Et là, à ce moment-là, ils vont le garder et ils vont en aviser les gendarmes. Et nous voilà en baie de Saint-Brieuc, dans le secteur entre le phare de Rouen, le Petit Léjon. Dans ce secteur-là, on traîne le chalut pendant 2 heures. Je voyais bien par rapport à la taille que c'était un crâne d'enfant, quoi. Donc, qu'il se passait quelque chose, donc il fallait que je prévienne les gendarmes maritimes, quoi. Ce crâne part pour analyse. L'ADN du crâne est identifié. Il est féminin et il appartient à la branche maternelle de la famille de Marie-France. Et on en déduit rapidement donc qu'il s'agit de Camille Godard, qu'on sait à ce moment-là décédée malheureusement. Selon toute vraisemblance, il s'agirait de celui de la petite Camille Godard et des expertises complémentaires sont actuellement en cours afin de confirmer ces premiers résultats. Ce qu'on sait aussi, c'est que le crâne a reposé à cet endroit au moins depuis février 2000, à proximité de la zone où le voilier a été vu pour la dernière fois. Donc il y a évidemment énormément de recherches qui ont été réalisées à cet endroit, mais ces recherches effectuées entre autres par la Marine nationale ne vont rien donner. L'épave du bateau ne sera jamais retrouvée. C'est assez étrange puisque c'était quand même un bateau assez conséquent. On retrouve un crâne d'un enfant, donc on se dit quand même que l'épave, si elle existe et qu'elle est à ce niveau-là, on devrait la retrouver. Ce n'est pas le cas. La zone est quand même connue, elle s'appelle la fosse des Casquets. Elle est très profonde, il y a vraiment de grosses failles. Il est donc possible quand même que le voilier y repose encore et qu'il a été englouti à ce niveau-là. Mais cette découverte, vous vous doutez bien, change tout. On n'est plus du tout sur une fuite à l'étranger, puisque on est sûr et certain que Camille déjà est décédée. Donc désormais, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé entre Tilly-sur-Seulles et Saint-Malo, et surtout sur le voilier. Les investigations sont donc reprises depuis le début. On arrive au début de l'année 2001. On est en février, et là, à ce moment-là, l'enquête, elle stagne, il n'y a plus grand chose qui se passe, on a retrouvé un crâne, on a identifié comme étant le crâne de la petite disparue. Par contre, on n'a aucune autre information, jusqu'à février 2001, où, alors là, c'est vraiment étrange, il va être découvert plusieurs cartes professionnelles ou non, mais appartenant à Monsieur Godard, à plusieurs semaines d'intervalle, des jours, des semaines d'intervalle, voire des mois. Et alors toujours au même endroit, sur une plage, la plage des Ébillants, un archipel situé en face de Saint-Jacques-de-la-Mer. Alors ce qui est sûr et certain, c'est que ces cartes n'ont pas séjourné très longtemps dans la mer et qu'elles ont sûrement été déposées par une personne à ce niveau-là pour qu'elles soient retrouvées. Évidemment, une première fouille minutieuse est engagée par les enquêteurs sur le dossier. Ils passent la plage au peigne fin et aucune autre carte, aucun autre élément ne sera retrouvé. C'est pour ça que les enquêteurs sont assez stupéfaits quand on leur explique qu'une nouvelle carte appartenant à Monsieur Godard, il sera retrouvé 3 semaines plus tard. Donc c'est une 5e carte qui sera retrouvée à ce moment-là. Et évidemment, les enquêteurs en sont persuadés, on se joue d'eux. Ce qui est sûr pour eux, c'est que ces cartes sont déposées volontairement à cet endroit. Ils se demandent par qui et pourquoi. Peut-être pour brouiller les pistes à nouveau, pour accréditer cette hypothèse d'un naufrage, mais qui pourrait faire ça? Qui pourrait disséminer ces éléments?
Et là, on pense évidemment à Monsieur Godard lui-même ou bien aussi au corbeau. Est-ce que le corbeau en saurait plus qu'il ne voudrait nous faire croire? Et c'est vrai que Yves Godard, on peut le considérer comme étant fugitif parce qu'il est vu à peu près partout dans le monde. Il est vu en Afrique du Sud, en Crète, en Chine, à Miami. Est-ce qu'il aurait fui tout seul sans ses enfants? Est-ce qu'il aurait tué ses 2 enfants et il serait parti seul? Est-ce qu'il aurait tué seulement Camille et il serait parti avec Marius? Ça a aucun sens. Et d'ailleurs, cette hypothèse va rapidement être écartée, celle d'un fugitif, puisque il y a une découverte qui va être faite, qui va tout changer dans ce dossier. En effet, on est 7 ans après la disparition de la famille Godard. On est mi-septembre 2006 exactement, lorsqu'un bateau, un chalutier à nouveau, va faire une découverte macabre. En effet, un bateau de pêche travaillant en Manche, à 70 km au nord de Roscoff, ramène dans ses filets 2 os humains, un fémur et un tibia. Les pêcheurs, en plaisantant d'ailleurs à ce moment-là, évoquent aussitôt l'affaire Godard. Mais les analyses ADN vont confirmer leur intuition. Ces os appartiennent bel et bien à Yves Godard. Les restes proviennent du fond de la fosse des Casquets, à nouveau, une zone très profonde et difficile d'accès, comme je vous l'expliquais. Oui, le fémur et le tibia qui étaient pris dans les filets. On les a mis de côté. On a pensé tout de suite, on a rigolé en pensant à Godard. Et donc après 7 ans d'enquête et de traque, la mort du docteur Godard est enfin confirmée. Et à ce moment-là, on n'a toujours aucun indice sur les circonstances. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? Est-ce qu'il s'agit d'un naufrage? Est-ce qu'il s'agit d'un suicide collectif? À ce moment-là, rien ne permet de trancher. Début 2007, l'affaire rebondit encore, mais à un moindre niveau. En effet, le maire de Lingèvre qui est un village situé à 3 minutes de Tilly-sur-Seul, va recevoir une lettre anonyme à son tour, mais on saura par la suite qu'il s'agissait en fait d'une lettre écrite par un radiesthésiste. L'auteur affirme que le corps de Marie-France Godard serait enterré dans un coin du cimetière communal. Il y joint même un plan détaillé. Les gendarmes et le maire vont donc vérifier à ce niveau-là, ils vont creuser sur 40 cm et ils vont effectivement trouver des ossements. Sauf qu'en fait, ces ossements étaient trop anciens et ils ne correspondaient pas du tout à Marie-France Godard. C'est à nouveau une fausse piste et c'est très compliqué pour les proches de Marie-France, de Monsieur Godard, en tout cas les proches de la famille. À chaque fois, c'est des fausses pistes et donc des faux espoirs d'avoir enfin des réponses à leurs questions. Le 14 décembre 2008, et c'est là en fait que la carte mutuelle a été retrouvée, donc là on est quand même 9 ans après la disparition, on a à nouveau une nouvelle carte, donc peut-être une 6e carte qui est retrouvée toujours sur cette même plage, la plage des Ébillans, en parfait état de conservation. Donc cette découverte va relancer brièvement l'enquête, mais on n'aura pas plus d'informations dessus. Donc, ça stagnera à nouveau. Mais c'est fou que 9 ans après, on retrouve à nouveau une autre carte en parfait état de conservation. Là, on se dit, il y a vraiment quelqu'un qui sait quelque chose et c'est troublant dans cette histoire. En 2011, on a un journaliste d'investigation qui va publier un ouvrage qui va faire grand bruit dans ce dossier. Il s'agit d'Éric Lemasson qui a écrit l'assassinat du docteur Godard. Il y développe une nouvelle théorie centrée sur les liens financiers du médecin et de la CDCA, donc la Confédération de défense des commerçants et artisans, à laquelle il appartenait et dans laquelle il était très impliqué. Selon Lemasson, Yves Godard aurait été au courant d'un vaste système d'évasion fiscale via des comptes offshore. En septembre 99, il était acculé, il était poursuivi par le fisc, par l'URSSAF, et il aurait donc tenté de récupérer près de 300 000 € qu'il aurait placés dans le réseau de la CDCA. Mais ces fonds ne lui auraient jamais été restitués. Plus d'1 an après la disparition de Monsieur Godard et de sa famille, on a le créateur du syndicat, Christian Pousset, qui lui va être assassiné dans le sud de la France. Alors c'est un véritable commando professionnel qui va lui tirer 7 balles au total dans le corps. Aucune chance ne lui a été laissée, c'était une exécution. Or, on sait que les 2 hommes se connaissaient. On peut se demander à ce moment-là, est-ce que leur mort est reliée? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une série noire au sein de la CDCA. Donc, on a eu la disparition de Monsieur Godard, on a eu l'assassinat du créateur de la CDCA, et 6 mois avant cet assassinat, un des associés de Christian Pousset, Philippe Varnier, qui est l'organisateur de tout le système, a été victime d'un accident mortel. Il se serait tué en avion, mais cet accident d'avion est assez suspect et certains pensent que ce n'était pas un accident. D'ailleurs, dans son livre, Le
maçon cite le témoignage d'un réfugié au Brésil qui est entendu dans l'enquête sur l'assassinat de Pousset. L'homme aurait confié qu'un commando aurait aussi été chargé, je cite, de s'occuper d'un médecin et de ses enfants. Effectivement, une phrase lourde de sens dans le contexte de la disparition de la famille Godard. Le maçon va dénoncer un manque de communication entre les enquêteurs de Montpellier qui étaient chargés de l'enquête sur l'assassinat de Pousset et ceux de Bretagne en charge du dossier Godard. Selon lui, certaines pièces, comme le procès-verbal du témoignage du réfugié au Brésil, n'ont pas été partagées. Par contre, l'avocat de la famille de Marie-France, qui a participé à pas mal d'émissions concernant l'affaire Godard, s'est exprimé là-dessus et il reste prudent. Pour lui, il n'y a aucune preuve tangible entre l'existence d'un lien entre l'assassinat et la disparition et la mort de Monsieur Godard, de sa fille et très probablement des autres membres de la famille. Et surtout, il n'y a aucune preuve de l'existence de ce procès verbal. Mais le maçon, lui, en est convaincu. Il y a des personnes qui savent des choses et qui n'ont toujours pas parlé à l'heure actuelle. Il cite notamment l'intervention du corbeau positif, celui qui, dès septembre 1999, écrivait aux gendarmes pour exhorter à, je cite, sauver Camille et Marius, comme s'il prévenait que Camille et Marius étaient en danger. Et il y a aussi tout simplement les cartes qui ont été retrouvées, et ça c'est vrai que ça peut pas être Monsieur Godard lui-même, ni sa femme qu'on pense décédée, ni encore moins ses enfants. Et donc s'il y a une autre personne extérieure à la famille telle qu'on la connaît, qui potentiellement a laissé ces indices, tel le petit Pousset. Donc c'est vrai que là-dessus je rejoins un petit peu le journaliste quand même. Bon, malheureusement, 13 ans après la disparition, finalement, un non-lieu est prononcé. On est le 14 septembre 2012, le juge d'instruction rend cette ordonnance de non-lieu. Dans son réquisitoire, le procureur de Saint-Malo dira, je cite, « La seule hypothèse que l'on peut exclure, c'est celle d'un simple accident de mer. Même si c'est la piste la plus probable, on ne peut affirmer formellement qu'Yves Godard est l'auteur de l'homicide. C'est un non-lieu, faute de charge. » Et à ce jour, l'enquête est donc close. Le 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Caen déclare officiellement l'absence, donc le décès de Marie-France Le Gravérend et de Marius Godard. Cette décision va permettre enfin d'ouvrir la succession familiale. Quant à Yves et Camille Godard, ils avaient déjà été déclarés décédés à Tilly-sur-Seulles le 1er septembre 1999, date symbolique de leur départ. Aujourd'hui, il y a encore plusieurs hypothèses possibles. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à me dire laquelle vous paraît la plus probable. Et moi, je vous dirai également celle que je privilégie. Donc, la première qui a très vite été mise de côté, d'ailleurs, qu'il a été directement par le procureur de la République, c'est l'accident en mer. C'est vrai qu'on peut parler d'un simple naufrage. Yves Godard, marin expérimenté, aurait pu être victime d'un accident en mer avec ses enfants, mais évidemment, cette simple hypothèse est très vite écartée. En effet, un navigateur de son niveau aurait su lancer un appel radio, utiliser les balises ou même prévenir les secours. Et surtout, cette théorie ne tient pas face à un élément essentiel, la disparition de Marie-France qui n'était pas sur le bateau, puis le sang retrouvé dans la voiture et au domicile des Godard appartenant à la mère de famille. Il ne peut donc pas s'agir d'un accident isolé. Yves Godard préparait clairement quelque chose plusieurs jours avant sa disparition, tout en cachant certains de ses plans à son épouse. Et c'est pour ça que certains pensent encore aujourd'hui qu'Yves Godard a voulu partir à l'étranger au départ. Il faut dire qu'il avait donc, je vous le disais, des problèmes financiers, des conflits avec l'administration et ses convictions anti-système qui aurait pu l'y pousser. Mais s'enfuir en voilier accompagné de 2 enfants de 4 et 6 ans paraît assez peu crédible. Et surtout, il semble que Marie-France n'était pas incluse dans ce projet. Alors peut-être qu'il a essayé de l'avertir la veille, peut-être qu'elle a voulu l'en empêcher, c'est là qu'une dispute aurait éclaté et que d'un geste de colère ou de panique, il l'aurait blessé mortellement et ensuite il aurait juste pris le large avec ses enfants, tout en s'étant débarrassé du corps de sa femme. Cette théorie expliquerait donc les traces de sang et le départ semblant précipité, mais depuis la découverte des ossements d'Yves et de Camille Godard, tout de suite on exclut cette hypothèse de la fuite à l'étranger. Pourquoi serait-il décédé s'il cherchait à changer de vie tout simplement? Et donc la piste la plus évoquée aujourd'hui
reste celle de l'homicide familial. Et c'est la piste effectivement que je privilégie de mon côté à ce jour. Yves Godard, bouleversé par la perspective d'un divorce, aurait découvert dans le journal intime de son épouse qu'elle songeait à partir peut-être même avec un autre homme. Il s'est senti trahi et ça aurait pu provoquer chez lui un passage à l'acte violent ou même réfléchi. Selon cette hypothèse, il aurait donc tué Marie-France dans la maison avant de mettre en scène un départ en mer pour camoufler le drame. Il aurait ensuite emmené ses enfants sur le voilier, peut-être pour vivre leurs derniers moments ensemble avant de se donner la mort en pleine mer dans un lieu qu'il aimait profondément. Donc ce serait une sorte de suicide familial. Mais là encore, il y a des incohérences qui demeurent, parce que même si c'est l'hypothèse que je privilégie, il reste des gros questionnements, des points d'interrogation, notamment tous les éléments qui sont retrouvés disséminés de part et d'autre. Le gilet de sauvetage, le canot de sauvetage, les ossements d'ailleurs qui sont retrouvés à différents endroits, et aussi les cartes retrouvées à plusieurs semaines, mois et voire années d'intervalle sur cette même plage, et qui semblent être neuves, donc déposées par une tierce personne. Puis également cette épave du Nick qui n'a jamais été retrouvée malgré d'intenses recherches. Autant d'éléments qui laissent penser donc qu'un tiers, je vous le disais, aurait pu intervenir, et c'est là donc qu'entre en scène l'hypothèse la plus troublante, celle d'un assassinat orchestré. En effet, Yves Godard aurait pu préparer sa disparition volontaire, et dans tout ce processus, il aurait pu tuer Marie-France sans qu'il en ait l'intention au départ. Mais donc selon certaines personnes, même les anciens enquêteurs sur le dossier et monsieur Lemasson, le journaliste, il aurait ensuite été éliminé à son tour avec ses enfants. Le mobile serait donc ses liens avec la CDCA et les sommes importantes qu'il y aurait investies. Et s'il avait tenté de récupérer son argent, il aurait pu menacer des circuits financiers douteux, voire des réseaux d'évasion fiscale. Le témoignage du réfugié brésilien évoqué par le journaliste Éric Lemasson renforce cette piste. Un commando aurait été envoyé pour s'occuper d'un médecin et de ses enfants, autrement dit les faire disparaître. Mais sans corps de Marie-France, sans épave, sans témoin, cette hypothèse reste aujourd'hui impossible à prouver. Ce qui est sûr, c'est qu'une seule hypothèse peut être écartée, c'est la première, celle d'un simple accident. 25 ans plus tard, l'affaire Godard reste un mystère total, une disparition familiale qui rappelle d'autres drames français irrésolus, celle plus ancienne des Méchineaux ou plus récemment celle de la famille Dupont de Ligonnès. Ce dont on est certain, c'est de la mort de Camille et d'Yves Godard. Les circonstances de ces morts et de ces disparitions, d'ailleurs, ne seront probablement jamais élucidées, sauf si, potentiellement, il y a quelqu'un qui sort du silence et qui a décidé de se confier et de partager des informations qui pourraient expliquer toute cette mystérieuse et sordide histoire. Aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé le Nick, peut-être qu'il repose dans un endroit inaccessible au fond de la Manche, englouti par les courants avec les derniers secrets d'une histoire qui hante encore la Bretagne aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est une histoire que je voulais traiter depuis un petit moment. D'ailleurs, c'est mon père qui voulait absolument que je traite cette histoire, et c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps puisque c'est un dossier assez complexe mais assez simple en même temps, c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'informations, même s'il y a eu beaucoup d'hypothèses pendant un moment, et qu'au final, la découverte du corps de Monsieur Godard a un peu tout arrêté et a frustré pas mal d'enquêteurs. J'ai vu certaines interviews où ils étaient frustrés que finalement ils n'aient pas plus d'informations que ça. Tout ça pour ça, en fait, ils étaient partis sur une fuite, un départ à l'étranger, ils avaient l'intention de retrouver peut-être vivants les enfants, et en fait tout ça est tombé à l'eau, sans mauvais jeu de mots, quand ils ont découvert une partie des ossements de Camille d'abord et ensuite du docteur Godard. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des familles qui pâtissent de cette histoire aujourd'hui, et que c'est effectivement un des dossiers qui a le plus marqué la France ces dernières années. Et donc j'espère que cette vidéo vous a apporté pas mal d'informations. En tout cas, j'ai pris plaisir à replonger dans ce dossier et à découvrir des pistes que je ne connaissais pas du tout. J'espère que c'est une vidéo qui vous a appris pas mal de choses sur cette histoire. Nous, on se retrouve demain ou après-demain sur les coulisses de Marine Bay, ma chaîne secondaire, pour un vlog, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je vous remercie énormément de me suivre depuis toutes ces années maintenant. Je remercie à nouveau BetterHelp de sponsoriser cette vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.